Bienvenue en tout cas à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour ce nouveau plateau qui s'intitule Portrait sensible. On va avoir 3 portraits, dont 2 autoportraits plus ou moins romancés. Avant de rentrer peut-être dans la présentation des livres, je voudrais quand même présenter ma camarade Anne Plantier qui nous rejoint. Moi et Anne, ça a été dit ce matin, on est un peu les petits jeunes du café. Anne est journaliste, elle a fait des études de musicologie, elle a été journaliste à France Culture, à France Musique, elle a fondé il y a peu de temps une maison d'édition de poésie à Montpellier qui s'appelle Sur le bout de la langue. C'est ça. Et elle a aussi un book club en ligne qui s'appelle Sapotille et qui met en partage des réflexions collectives sur les littératures afrodescendantes. Voilà, Anne, bienvenue. Donc 3 livres sur ce plateau. Sorge Chalandon, le livre de Kels qui est paru chez Grasset. Voilà, Grasset. On va peut-être pas, comme on n'a qu'un quart d'heure, on va peut-être pas trop parler de Grasset. Et puis je crois que vous en avez déjà beaucoup parlé. Non, mais c'est juste pour dire chez Grasset. Chez Grasset, voilà. Philippe Besson, Une pension en Italie, paru aux éditions Julliard. Et Sigolène Vincent, La Requine, aux éditions du Tripode, qui sort le 4 juin et qu'on a ici pour la toute première fois. Voilà. Alors je dois commencer par présenter Sorge Chalandon. Je pense que beaucoup l'ont fait avant moi. Chez Grasset. Mais voilà, je vais chez Grasset. Comme on porte une croix. Non, pas du tout. Ah d'accord. Non, comme on porte une résistance, mais si on rit pas tout de suite, on va pas rire jamais. Donc c'est fini, je joue. C'est fini, ok. Bon, Sorge Chalandon, vous êtes un habitué des Étonnants Voyageurs, mais je vous présente quand même comme on ferait avec un primo-romancier, sauf que vous en avez déjà écrit 11. Vous avez commencé comme journaliste à Libération en 1973 jusqu'à 2007. Vous avez documenté de nombreux conflits au Liban, en Iran, en Irak, en Somalie, en Afghanistan. Vous avez reçu le prix Albert Londres en 1988 pour vos couvertures du conflit nord-irlandais et du procès de Klaus Barbie. Et vous êtes venu à la littérature en 2005 avec Le Petit Bonzi et 10 autres romans suivront avec succès. Prix Médicis avec Une promesse en 2006, prix Kessel avec Mon traître en 2008, Retour à Quillybegs, c'est 2011, Grand Prix du roman de l'Académie française, Le quatrième mur, 2013, prix Goncourt des lycéens, plus récemment L'Enragé, prix Eugène Daby du roman populiste, je ne le connaissais pas, oui. Et j'en ai sauté. Voilà. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour le livre de Kels, dans lequel vous partagez en fait les années qui précèdent tout ce que je viens un petit peu de dire. Je vous en dresse un petit peu la ligne. En fait, l'histoire, elle commence à Lyon dans un hall de gare et on suit le jeune Kels. Alors, vous le dites en 4e de couverture, Kels, c'est moi. Mais vous avez choisi le roman, donc je parlerai de Kels. Et Kels, en fait, il fuit le foyer familial et surtout, il fuit son père, qu'il appelle l'autre. Et en fuyant, il se retrouve à la rue à Paris pendant un long moment. Et c'est une expérience traumatisante, longue. Et il est sorti un peu de la rue par un groupe de maoïstes qu'il rejoint et qu'il rejoint dans une branche que les autres maoïstes appellent les militaro-débiles. Donc c'est celui qui est dans la rue et qui cogne, quoi. Donc on est au tout début des années 70, les grandes idées égalitaires inspirées par Marx et Mao, elles se défendent à la fois dans les journaux, il y a la cause du peuple qui est au centre du livre, mais aussi dans les usines, dans les bidonvilles, et puis dans les manifestations, lors d'affrontements où on défend ses idées avec les poings, parfois avec des cocktails Molotov, et pourquoi pas un peu plus. Vous nous emmenez dans cette grande question politique de la fin et des moyens et de la manière dont un militant pour l'égalité peut, ou non, finir par devenir un bourreau. J'ai une question, Sorge Chalandon. Un bourreau, je ne me souviens pas que j'ai écrit ça. C'est si on va plus loin. Ah oui, d'accord. Oh, mais je ne vais pas spoiler oui, si on va fin. plus loin, des fascistes deviennent des démocrates. Exactement. D'accord. Voilà. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est que en 4e de couverture, vous
vous dites que quel c'est vous. Oui. Pourquoi avoir choisi la forme romanesque, malgré tout, pour traiter cette histoire et pas de passer par un récit ou de l'autofiction? Parce que d'abord, je pense qu'on est tous pareils, on se protège. C'est-à-dire, si c'est c'est un roman autobiographique ou si c'est une autobiographie, il y a plus de porte de sortie, il n'y a plus de moyen de se cacher, il n'y a plus de moyen de changer un nom, il n'y a plus de moyen de changer une date, il n'y a plus de moyen de changer un fait. Le roman vous permet, même si c'est vous, même si c'est ce que vous avez vécu, etc., ben vous pouvez appeler, par exemple, Denis, vous pouvez l'appeler Paul ou Jules ou Jean, sans que ça abîme le récit. Donc moi, j'ai choisi la forme romanesque pour me protéger et pour aller au plus près de ce que fut la vérité, mais en me cachant derrière le mot roman qui est des fois très très pratique. Mais voilà, c'est tout. C'était pas pour faire de la littérature. C'était pas. Mais c'était pour. Je peux pas me mettre nu à chaque fois. J'ai besoin d'une épée, d'un glaive, d'une armure. Et pour moi, la forme romanesque, c'est l'armure, l'épée et le glaive aussi. Mais il est question, je trouve, beaucoup aussi de tact par rapport à la blessure. Et c'est une question qui traverse beaucoup de livres qu'on va recevoir au Café littéraire cette année. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, sur lequel on va avoir l'occasion de revenir. Attends, juste, je peux dire une chose qui Oui, me bien touche sûr. quand même. Ouais. La Chine, on s'en foutait en fait. Ouais. La gauche prolétarienne et la cause du peuple, c'était un mouvement anti-autoritaire. C'est-à-dire que tout ce qui faisait peur à nos ennemis, et Mao leur faisait encore plus peur que le reste, ça nous allait. Mais il y avait des groupes pro-chinois, des vrais, avec le petit livre rouge, etc. Nous, c'était pas ça du tout. C'est-à-dire que nous, dans notre journal qui s'appelait La cause du peuple, on parlait des femmes, des ouvriers, des immigrés, etc. Pas de la Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on me dit oui, mais il y avait, oui, je sais, il y avait la Chine. Mais nous, c'était un mouvement français, très français et anti-autoritaire. Et nos héros, c'était pas la Chine. Nos héros, c'était Jean Moulin, c'était la Fiche Rouge, c'était Manouchian, c'était les Aubrac. Notre imaginaire, c'était la Seconde Guerre mondiale. Nos chants, c'était pas la Chine est rouge. Nos sangs, c'était il faut reprendre des armes que des traîtres nous ont volées en 1945. C'est une connerie. D'accord, mais on est bien loin de la Chine. On est en France. Et il y a donc dans le roman, on entre vraiment dans on pourrait dire une bande qui fait partie donc de ce groupe maoïste, et il y a des discussions entre vous, c'est-à-dire qui a lu le petit livre rouge, qui le connaît par cœur, qui s'en fout, qui le respecte, et au nom de quelles idées, au fond, on exerce la résistance ou la violence. Et tout ça, moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans le roman, c'est que ces points de vue-là n'arrêtent pas de tourner, puisque tous les membres de cette unité, disons-le comme ça, ont des points de vue différents. Alors c'est un mouvement. Un mouvement. Ça s'appelle le mouvement de la jeunesse. C'est-à-dire que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi, je viens de la rue, première chose, 1 an dans la rue. Je viens d'un père qui était fasciste, mais vraiment un vrai fasciste qui avait choisi l'armée allemande, qui était antisémite, qui était anti-arabe, qui était anti-culture, qui était, vous savez, on prête souvent ce mot à d'autres, mais c'est Baldur von Schirach, qui était ministre du Reich de la jeunesse, qui a dit quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver, c'était mon père. Donc moi je viens de ce milieu-là, où il n'y a pas de livres. Les 2 seuls livres qu'il y a à la maison, c'est une biographie d'Adolf Hitler et un livre sur les Waffen-SS. C'est tout ce que j'ai chez moi. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de livre, il n'y a strictement rien. Et je me retrouve devant des gens qui me parlent de la nouvelle vague, qui me parlent de culture, qui me parlent de Victor Hugo, qui me parlent de Boris Vian, qui me parlent de Sartre, qui me parlent de cinéma, qui me parlent de théâtre, qui me parlent. Et brusquement, ces gens-là, c'était ça, moi. C'est-à-dire que j'ai même pas eu une culture marxiste avec eux. J'ai eu une culture générale. Et j'ai eu une sorte de. Ils m'ont réappris à aimer ce que je pensais que je n'étais plus, parce que mon père était extrêmement dur, à coups de poing, etc. Mais ils m'ont réappris à me dire tu vaux quelque chose. Et cette valeur-là qu'ils m'ont offerte, elle ne pouvait être que rouge, parce que le brun-noir, j'en venais. Donc la seule possibilité qui m'était offerte, c'était ces gens-là. Mais la Chine, on n'en parlait pas. C'est pour ça, lorsque vous dites Mao, oui, ça c'était pour emmerder les trotskistes. Je ne sais pas s'il y en avait dans. C'était pour rigoler, avec la 4e internationale. Mais nous étions avant tout totalement anti-autoritaires. Et si on avait un livre qui nous servait de guide, en fait, c'était pas du tout le livre rouge, c'était un livre qui s'appelait Vers la guerre civile, compliqué, qui était signé Serge July, Alain Gesmar. Et c'était pas un livre qui disait nous voulons la guerre civile, mais nous y allons, qu'on le veuille ou non, et il faut s'y tenir prêt, d'actualité. Et en même temps, ce que vous apporte le groupe maoïste quand ils vous sortent de la rue, parce que c'est vraiment, en fait,
quand vous étiez dans la rue, vous disiez « je ne demande pas la charité, mais la solidarité Oui. ». Et cette solidarité, en fait, vous la trouvez incarnée par les Mao qui Oui. vous logent, vous éduquent, vous donnent et vous font appartenir à un plus grand... À une vraie que vous. famille. Voilà, une vraie famille. Bien sûr, j'ai une vraie famille et j'ai presque un vrai père, ça va vous faire marrer, mais c'est Serge July, quoi. C'est Serge July qui était chez les Mao et qui ensuite a été mon patron à Libération. Donc tout d'un coup, alors vous vous dites, c'est ça l'histoire, c'est un gamin qui est en recherche d'un père aussi. Bien sûr, Bien je sûr, l'assume ouais. totalement. Tout le reste, c'est cosmétique presque. Mais surtout, ce qui était important, ça l'est moins, ça l'est plus, ça n'existe plus. Mais ce qui était important pour nous, c'est que face à un vrai raciste, un vrai antisémite, un vrai fasciste, quelqu'un qui disait les juifs au four ou les arabes au bled, etc., on estimait, nous, que les mots ne servaient plus à rien. Qu'à un moment donné, ou contre leur violence, il n'y avait plus que la nôtre pour répondre. Je ne dis pas que c'est juste, je ne dis pas que c'est bien, c'est l'époque. L'époque est d'une violence extrême. Nous sommes d'une violence extrême avec le sentiment absolu qu'on répond à la violence qui nous est faite. Mais je ne suis pas là. Je vais parler de Grasset un quart de millier de secondes. C'est autorisé. Quand je lis que les auteurs qui ont quitté Grasset sont des germano-pratins, une caste, etc. Mon Dieu, mais mon Dieu, pour moi, l'IP, ça prend un seul P, et c'est des horlogers de Besançon qui ont lutté pour leur montre. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que l'on nous prête des choses qui ne sont pas nous. Et là, on me prête des choses qui ne sont pas moi. Moi, je suis rentré dans ce mouvement. Pourquoi ? Parce que je venais des ténèbres, je venais de l'ignorance, je venais de la violence crasse. Et brusquement, je me trouve en face des gens qui ont une violence aussi, mais que j'assume en tant que violence de défense, violence de respect et violence de survie. Et je suis devenu ça. Mais lorsqu'on m'en parle maintenant, on me dit « t'étais gauchiste ?» Oui, mais ils m'ont donné une dignité. C'est comme ça. Et aujourd'hui encore, j'ai 74 ans, j'ai 3 enfants. Sans eux, sans ce mouvement-là, sans ces gens-là, je crois que je n'aurais pas connu la dignité. Et vous parlez des réactions de certaines parties de la gauche par rapport à ce qui s'est passé chez Grasset, Germano-Pratin, etc. Non, ça c'est la droite ça qui dit ça. Oui, mais Non, aussi d'une partie de la gauche qui l'a non, dit. la droite donc. Ah bah ça, je vous laisse la responsabilité. Mais il y a quelque chose comme ça, moi je trouve dans le livre, qui est, on est dans des collectifs qui se décomposent, qui se divisent, et puis il y a aussi un mouvement qui est de recomposition à d'autres niveaux, et vous arrêtez pas de vous poser la question de la cause du peuple, mais c'est quoi le peuple ? C'est qui le peuple ? Et il est où ? Et il est où ? Il Et il y a une expérience nous. dans le livre où, où ça n'est plus une idée, mais une expérience. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment qui est des funérailles ? Alors les funérailles pour les plus anciens, nous avions un camarade qui s'appelait Pierre Auvernay, qui était ouvrier de chez Renault, et il est abattu par un vigile de la régie, donc parce qu'il distribuait des tracts, il voulait distribuer des tracts à l'intérieur de la régie Renault. Ne cachons pas le fait que tout le monde était agressif, il était aussi agressif, il avait une barre de bois, pour entrer à la régie pour distribuer des tracts. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Tramoni, qui est l'un des gardiens de la régie, qui sort un pistolet automatique et qui lui dit « si tu avances, je tire » et il tire. Et là, ça a été terrible parce que nous qui nous battions, nous battions contre l'extrémisme de droite, contre des gens qui voulaient mettre les Juifs au four, parce que c'était ça le thème, ou qui voulaient tuer les Arabes, parce que c'était ça le thème. Je vous rappelle que 1972-73, il y a eu des centaines d'Arabes qui ont été assassinés en France, notamment à Nice, à Marseille, etc. Tout le temps. Ça a été un truc d'une violence absolue. Brusquement, on a un mort. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une mort. On parlait du Vietnam, on parlait de tout ça, mais on n'avait pas une mort. Et on a un mort. Et ce mort-là, Pierre Auvernay, février 72, on l'enterre. Il y a 100 000 personnes à Paris, 100 000 personnes derrière un cercueil, c'était extrêmement rare. 100 000 personnes selon la presse et la police. Et brusquement, je suis désolé, parce qu'il est là, le peuple. Tout d'un coup, ce peuple dont on parle, il est dans la rue. Et ce peuple, eh ben, c'était des simples gens, c'était des étudiants, c'était des avocats, c'était des ouvriers, c'était des gens qui nous détestaient, la CGT, le PC, le gauchisme, maladie sénile du communisme, etc., qui étaient là parce que c'était l'un des nôtres, en fait.
Et ce qu'on n'a pas compris tout de suite, mais ce qu'on a compris très très vite, c'est que dans ce cercueil, on était tous dedans, en fait. C'était la fin de la gauchisme, c'était la fin. Il n'y avait pas que Pierrot dans le cercueil. Tous ceux qui avaient cru, tous ceux qui s'étaient battus contre ça, on était enterrés tous ensemble. Et ce gauchisme-là, violent, était mort. Et mais c'est la première fois, je me souviens que l'on défilait donc, et que le peuple, il n'était pas dans le défilé, il était sur les trottoirs. Des infirmières, les gens étaient venus en habit de travail. Je me souviens des égoutiers qui étaient là. Le peuple, il était là. Mais il était là pour voir passer la fin d'une illusion, et après, le peuple il est rentré chez lui. Et c'est normal. Et c'est normal. Et non, on n'était pas des résistants. Non, on n'était pas issus de Jean Moulin. Non, on n'avait pas repris les armes qu'on avait volées en 1945. Non, arrêtons tout. On s'est trompé. Voilà. Et ça fait une magnifique scène, page 285. Si vous achetez le livre, il faut viser la page 285. Je vais juste avoir avant de passer la parole à Anne, une petite pensée pour Michel Lebris, parce qu'il y a la fin de votre chapitre. C'était mon chef. Ben voilà, il y a ce lien-là, et puis à la fin d'un chapitre, votre Kels dit d'une manière très amère, nous nous pensions tellement plus grands que nous, et nous sommes plus grands que nous. Ça a été, je pense, plus d'une année le titre de l'édito de Michel pour ce festival. Voilà. Anne, je te passe la parole. Donc, merci beaucoup, à Michel, où que tu sois. Alors nous allons faire une transition vers un roman qui est plus intime, peut-être moins politique, mais plus intime, autour de votre 25e roman, Philippe Besson, Une pension en Italie, que vous publiez donc aux éditions Julliard. Donc c'est une histoire familiale, puisque tout débute en Toscane, lorsque votre grand-père part en Toscane avec sa femme. Le grand-père du narrateur, oui, vous voulez dire. Oui, pardon, le grand-père du narrateur, parce que le doute est permis. Précise d'emblée, oui. Ça va être sympa. Oui. Oui. Le doute est permis. Donc Oui, le doute est permis, oui. Surtout avec moi. Oui. Donc le grand-père du narrateur part en Toscane avec sa femme et ses 2 filles. Et, Ma mère, donc. Non. Et durant tout le livre, ça se passe comme ça. Je précise que durant tout le livre, ça se passe comme ça. Donc, cette personne qui est le grand-père... Oui, voilà. Ça, oui. Et donc l'été 1964, et c'est justement à ce moment-là que surgit un secret familial longtemps enfoui. Donc, c'est un roman qui explore le désir, les conventions sociales, mais surtout les non-dits familiaux. Oui. Donc, c'est quand même votre 25e roman, donc vous écrivez à peu près un roman par an. Et qu'est-ce que ça dit ? J'ai commencé à 5 ans. 6, je vous accorde 6. Qu'est-ce que ça dit, cette écriture régulière ou un peu sérielle ? Est-ce que c'est une discipline pour vous ? Alors, ce n'est pas une discipline du tout, quand on me connaît, non, mais c'est une envie, un besoin, comment dirais-je, d'abord, je suis bon qu'à ça, comme disait l'autre, et puis c'est ma vie, je ne fais que cela, écrire. J'ai cette chance, ce luxe inouï, et ce privilège fou de pouvoir consacrer ma vie entière à écrire des livres, donc voilà, et il se trouve que avec une régularité assez métronomique où il y a des histoires qui surgissent. Voilà, il y a des idées qui arrivent et puis une fois que le livre est là, une fois qu'il s'est imposé dans ma tête, je n'ai qu'une envie, c'est de l'écrire. Donc après, je m'y mets et j'y passe plusieurs mois et ça donne un livre par an. Ouais. Et justement, alors je prends le risque de dire qu'il s'agit quand même d'un livre un peu familial. Ah, c'est très familial, oui, ça raconte l'histoire d'une famille, ça on est d'accord, et d'un secret de famille, même de 2 secrets de famille. Et je me risque à dire que c'est la vôtre. Oui, allez-y, oui. C'est un risque que vous prenez, oui. Alors comment passe-t-on quand on écrit cette histoire ? Parce que 25 romans, c'est quand même beaucoup en 25 années. Et alors comment passe-t-on du statut de petit-fils à celui d'écrivain enquêteur ? Alors, en fait, l'idée, c'est que moi, ça m'a toujours intéressé, et on s'y retrouve là-dessus, d'être sur une ligne de crête entre le roman et le récit. C'est-à-dire que même quand j'ai écrit de purs romans, ou prétendus comme tels, ils étaient évidemment traversés par ma vérité intime. On ne peut pas écrire un livre, y compris un roman, en faisant abstraction de ce qu'on est, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a expérimenté, des rencontres qu'on a faites, des phrases qu'on a saisies au vol, etc. Donc même mes romans, qui étaient vraiment estampillés comme tels, ils étaient vraiment pleins aussi de ma vérité intime. Et de la même manière, d'autres textes qui étaient estampillés autofiction et qui
qui empruntaient davantage à la mémoire qu'à l'imagination, si on veut essayer de faire des catégories, comme Arrête avec tes mensonges ou Un soir d'été. Ces textes-là, pour autobiographiques qu'ils sont, ils étaient aussi traversés par du romanesque après. Parce que l'idée, c'était aussi, comme tu le disais, Serge, d'abord de se protéger, de protéger ce dont on parle, et puis aussi parfois d'essayer de sortir les choses du réel pour essayer de les faire rentrer dans le champ de la littérature. Ça veut dire quoi? C'est pas pompeux, ce que je veux dire, c'est on raconte une histoire. On va raconter une histoire et on va dire, voilà comme j'ai envie de vous la raconter, et vous, comment vous allez y entrer, parce qu'un livre, c'est un dialogue entre le lecteur et l'auteur. Donc il y a l'idée qu'on va vous raconter quelque chose. Donc là, je me suis inspiré de choses qui sont directement autobiographiques et d'une histoire qui m'est assez familière. Et puis, j'y ai rajouté des choses qui sont parfaitement inventées. Et oui, c'est vrai que ce petit-fils écrivain qui, des années après, se rend en Toscane sur les lieux du crime prétendu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, il me ressemble pas mal dans sa façon de fouiner, etc., de poser des questions. Bon. Et en même temps, c'est pas moi du tout. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un d'autre. Et je voulais ça. Je voulais qu'il y ait cette ambiguïté possible tout le temps. Voilà. Parce que la question du silence irrigue toute Ah oui, l'œuvre. ça oui, oui. Donc j'aimerais bien justement savoir plus comment on parle, on écrit, on remplit ces non-dits. Alors, moi, d'abord, je viens d'une enfance de silence. C'est-à-dire, je viens d'un moment où on ne parlait pas. On ne parlait pas du tout. Alors, quand on lit ce livre-là, Une pension en Italie, on comprend que le silence remonte à plusieurs générations, qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient tues, et même une histoire officielle qui avait remplacé l'histoire réelle, et puis des photos arrachées dans les albums de famille. Donc, il y avait cette idée que sans doute, il y avait des ombres portées comme ça, des mystères qui avaient grandi autour de nous et autour desquels on n'avait pas le droit de poser de questions. Et puis après, sur la génération de mes parents, il y avait de l'amour, mais c'était de l'amour qui était tu. C'est-à-dire, on ne disait pas les sentiments, on n'exprimait rien. Moi, j'ai grandi sans que jamais on me dise qu'on m'aimait, voilà, et je n'ai pas répondu en retour que j'aimais. Et je pense que je suis venu à l'écriture des livres pour contrarier ce silence, pour trouver les mots que je n'ai pas entendus ou que je n'ai pas moi-même prononcés à ce moment-là. Donc, il y a cette idée de contrarier le silence et trouver un vocabulaire, un langage, une narration pour dire ce qui n'a pas été dit. En même temps, c'est très beau les non-dits aussi, parce que ça laisse la place à l'interprétation, ça laisse la place à l'imagination, ça laisse la place à la pudeur aussi d'une certaine manière. Et ça m'intéresse, cette matière-là. Et dans le livre, évidemment, Paul, le personnage principal, qui est le grand-père du narrateur, Paul, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'est tu, qui s'est tout le temps tu, qui s'est obligé au silence, qui s'est censuré, auto-censuré jusqu'à perdre la raison d'une certaine manière, mais il l'a fait pour plein de raisons, justement, il s'est tu. Et à un moment, il n'arrive plus à se taire. Il y a quelqu'un qui va exprimer quelque chose, il va dire quelque chose. Et quand il va parler, ça va créer une déflagration. Et le petit-fils, le narrateur, qui, des années après, mène l'enquête, tire les fils de ça, essaie de comprendre ce qu'on lui a caché. Lui-même, il essaie de comprendre pourquoi il y a eu ce silence et pourquoi on ne lui a rien dit. Et ça me hante, cette idée de on n'a pas parlé. Je viens de là et j'essaie de faire un sort à ce silence aujourd'hui. Et quel regard, avec le recul, votre narrateur / vous avez sur le choix de ce grand-père qui a fait le choix justement de rester en Italie? Alors, il faut juste rappeler ce que sont les années 60, parce que ça se passe, vous le disiez, la première partie dans les années 60, en 1964. Et c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas connu cette période-là, on les regarde, les années 60, comme des années d'émancipation, de libération, d'épiphanie, d'insouciance en France. C'est Johnny, Sylvie, Sheila, etc. En Italie, où ça se passe, c'est Dino Rizzi, Vittorio De Sica, c'est Marcello Mastroianni, c'est le miracle économique, etc. Bon, en France, c'est aussi les 30 Glorieuses. Vous savez, le moment où il n'y avait pas de dette en France, pas de déficit. Enfin, moi, je n'ai pas connu, mais... Et donc, il y a tout ça, et c'est vrai que c'était tout ça aussi les années 60, mais on oublie aussi que c'est des années qui suivent évidemment immédiatement la guerre et l'après-guerre, et qui sont encore marquées par le poids des conventions, des traditions, des normes, de la religion, parfois. C'est le cas aussi en Italie, avec les missels rangés dans les commodes et les Christ en croix au-dessus des lits. Bon. Je rappelle aussi d'ailleurs qu'en France, jusqu'en 1967, une femme ne pouvait pas signer un chèque sans l'aval de son mari. On regrette cette époque, hein, vraiment. Éric Zemmour fait des livres sur le sujet, je vous les conseille. Et jusqu'en 1982 en France, l'homosexualité était pénalisée. La dépénalisation de l'homosexualité en France, elle date de 1982. Et jusqu'en 1990, l'homosexualité est rangée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parmi les maladies mentales. Donc on voit à peu près où on se trouve. Donc moi, ça m'intéressait effectivement, quand vous faisiez un choix
intime fort dans cette période-là, il fallait avoir du courage. Mais y compris une femme qui décidait en 1962 de dire « je divorce » ou « je ne veux pas garder un enfant », elle était jetée dans la honte, dans l'opprobre. Hein. Enfin, on la regardait comme une mauvaise femme, une mauvaise mère, etc. Bon. Donc on vient de là. Donc c'est-à-dire que le choix que Paul fait à ce moment-là, il est un choix contre la société, d'une certaine manière, incroyablement intime, incroyablement courageux, incroyablement nécessaire. Il le fait parce que c'est ça où il se fout en l'air, je pense. Bon. Et des années après, ce petit-fils, il essaie de comprendre comment il a trouvé le ressort pour y aller. C'est ça qui l'intéresse. Il y a évidemment l'effet miroir du narrateur et de son grand-père. Alors, vous écrivez « L'opacité n'est plus de mise. Ah oui. L'embarras, tel une digue, avait cédé. Était venu le temps de la réparation. Ouais. Mais de la réparation pour qui ? Pour tout le monde, je pense, à la fois. C'est réparer d'abord l'injustice qui a été faite finalement à Paul, d'une certaine manière, et le silence aussi, et le couvercle qu'on a posé sur son histoire. Moi, au fond, j'ai toujours dit ça. J'écris des livres pour essayer de rendre hommage à des gens dont la vie a été passée sous les radars ou dont la vie a été, comment dirais-je, réécrite autrement. Je parle beaucoup des disparus dans mes livres, donc ce livre-là est aussi un livre supplémentaire, qui est un hommage à un disparu. Bon, sans doute parce que j'appartiens à une génération où ça a beaucoup décanillé autour de moi. Donc moi, pendant longtemps, la seule possibilité que j'avais pour parler aux gens que j'aimais, c'était d'aller dans les cimetières. Donc là aussi, c'est un moment où on arrête et on écrit des livres. C'est bien aussi comme ça d'écrire des livres, ça évite de... Enfin, on peut parler aux morts différemment, on peut poursuivre un dialogue avec eux et surtout on les rend à nouveau présents. C'est-à-dire on conjure leur absence. On va en reparler, mais on conjure leur absence. Il y a cette idée de dire ils sont là. Et donc c'était ça, réparer son absence, réparer son silence, réparer cette mise au banc qui avait été faite. Et ça m'importe. C'est cette idée-là de réécrire l'histoire en disant il n'y avait pas de raison de la travestir, cette histoire-là, parce que c'est une belle histoire, parce que c'est d'abord une histoire d'amour. Et donc il n'y a pas de raison de cacher ces amours-là. Voilà. Et justement, pour ne pas les cacher, je vous invite à lire ce très beau roman. Merci. Et merci beaucoup. Merci à vous. Et je viens vers vous, Sigolène Vincent. Vous n'avez pas de micro ? Si. Est-ce qu'il marche ? Parce que tout Oui, à il l'heure, marche, celui-là, merci, il nous a joué des tours. Je crois qu'il marche. Ok. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Je vais vous présenter rapidement. On est là pour un livre qui s'appelle La Requine, qui est aux éditions du Tripode. Sigolène Vincent, donc vous êtes écrivaine, vous êtes actrice aussi, vous avez été avocate spécialiste des droits du salarié, et puis chroniqueuse judiciaire pour Charlie Hebdo. Et fan de Goldman. Vous êtes aujourd'hui conseillère municipale, vous êtes déléguée à l'étang de Berre et membre du conseil scientifique du parc marin de la Côte Bleue. Ça a une grande importance dans le livre. Vous êtes l'autrice de plusieurs romans, paru aux éditions de l'Observatoire, Les Jouisseurs, Maritima et au Tripode, Le Caillou, La Palourde et Le Butor étoilé qui sort, je crois, en même temps que La Requine. Non, il est sorti l'année passée, mais il est en poche. D'accord, il sort en poche. Et donc La Requine au Tripode et donc là, c'est un récit. Il n'y a pas de doute. Je vais vous le présenter un petit peu. En fait, c'est presque une part du livre et une déclaration d'amour à l'étang de Berre. Il y a des heures de contemplation magnifiques de cette petite mer intérieure dans laquelle vous trouvez parfois des dents de requins fossilisés et qui vous ramènent à votre enfance au Djibouti où vous avez approché de près ces prédateurs et peut-être sauvé une requine qui était piégée dans une flaque. Elle était inconsciente, vous l'avez prise dans vos bras et vous l'avez relâchée à l'eau. Elle était morte. Elle était morte. Ah, bon, vous spoilez un peu le truc, mais on la suit, en fait, vous lui offrez un futur dans le livre et on la suit dans ses aventures vers une autre fin. Et puis, comme escorté par ces trois temps-là, je dirais l'enfance, le présent de l'étang de Berre et puis celui de l'imaginaire, le futur que vous donnez à cette requine, vous approchez, et là je reviens sur la question du tact, très prudemment, du 7 janvier 2015, où vous avez survécu à l'attentat des frères Kouachi à la rédaction de Charlie Hebdo. Chérif Kouachi aurait pu vous tuer, il ne l'a pas fait, et vous vous demandez pourquoi dans ce livre. Et pourtant, si ce traumatisme est au cœur du livre, vous en contenez les proportions avec beaucoup de générosité pour que la vie l'emporte. Vous nous emmenez dans les temps géologiques, dans une langue lumineuse, d'une érudition gourmande. En vous lisant, j'ai appris plein de mots. Ripisylve, gonade, madrépore, saupe, mais aussi des noms pour nommer toutes ces vies qui nous entourent, Posidonie,
Girelpan, Cannes de Provence, Antiopelle, Échasse Blanche, il y en a des tas. Des vies qui nous entourent et que nous ne savons plus sauver. Et j'aimerais commencer par là, et c'est-à-dire par l'étang de Berre. Vous vous y êtes installé il y a quelque temps. De loin, quand on vit au nord et qu'on ne connaît pas cette région, on a l'image d'un lieu extrêmement pollué par l'industrie pétrochimique. Et vous avez décidé de vous installer là. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce lieu ? La pétrochimie, tout à fait. Ce qui m'a attirée, en fait, c'est après donc, janvier 2015. En juillet 2015, je vais rejoindre mes parents qui sont installés sur la Côte Bleue et ma mère m'emmène à Martigues à l'occasion d'un festival. Et là, il y a le maire de Martigues, donc un maire communiste, qui fait un discours très 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 beau sous les étoiles, donc un discours communiste, enfin, d'un homme porté par un idéal. Il parle des attentats de janvier 2015. Et je me suis dit que le moyen de me... j'aime pas le mot reconstruire, mais là où je vais être bien, ça va être au communisme méditerranéen et voilà, auprès d'un idéal politique. Je me suis dit, c'est là, il faut que je vienne au bord de la mer et il faut que je revienne au communisme parce que j'ai été militante par le passé. Parti communiste quand j'étais jeune, jeunesse communiste. Et c'est comme ça que je quitte Paris et que je m'installe à Martigues. Et vous engagez là-bas aussi dans ce comité scientifique. Vous dites dans le livre que vous êtes la seule représentante des sciences molles. Ceux qui m'ont appelé comme ça, oui. Voilà, avec des tas de scientifiques, donc j'imagine de sciences dures. Sciences dures, Il y a des gens du peut-être des CNRS, sciences mi-molles, mais ça c'est une IFREMER, autre discussion. ouais. Et comment ça se passe cette collaboration et qu'est-ce que vous y apprenez dans ce comité scientifique ? Alors en fait, j'ai écrit un roman qui s'appelle Maritima, dont l'intrigue se déroulait à Martigues, et ça tombe entre les mains, du maire de Martigues. Et il m'appelle dans son bureau. Ça allait être quelques mois plus tard les élections de 2020 municipales, et il me propose d'être sur sa liste. Et moi, je lui dis que je suis venue dans le sud pour m'occuper de mes contemporaines et de mes contemporains, que je suis là pour la mer. Il me dit, ça tombe bien, je voulais vous confier les poissons et les hippocampes. Je vais vous confier quelqu'un ou quelque chose qui va aussi mal que vous, l'étang de Berre. Donc j'ai dit, oui. Et en plus, il m'offre d'être sa déléguée au parc marin de la Côte Bleue, qui est un parc assez exceptionnel en France. Il est sur la liste verte de l'IUCN. Il y a 2 réserves naturelles strictes en mer. Et à force d'aller de siéger à ce parc marin, les scientifiques, les océanographes me proposent d'intégrer le conseil scientifique représentante des sciences molles, en se disant que peut-être la poésie et la littérature a quelque chose à apporter aux scientifiques. Et donc je côtoie des chercheurs du CNRS, de l'IFREMER, des spécialistes du plancton, des spécialistes des gorgones. Et voilà, et je pense que j'ai une façon de parler qui effectivement est un peu détonnante, et je suis la candide, je suis la naïve qui pose des questions qui pour moi relèvent du bon sens, mais qui pour des scientifiques ou des politiques, des questions ou des problématiques qu'ils ont complètement perdu de vue. Oui, et puis il y a un moment dans le livre où un membre du conseil scientifique alerte sur le stress ressenti par je ne sais plus quelle espèce, et le politique en gros réagit en disant on comprend déjà rien à la psychologie des humains, on va pas s'intéresser à la psychologie et en fait vous en ressentez une grande tristesse. Je pleure, c'est-à-dire que c'est un maire très important du pourtour des étangs de Berre, parce qu'il y a un syndicat mixte qui gère la réhabilitation des étangs de Berre qui s'appelle le JPREB, et c'est donc des politiques qui siègent, et le président cette année-là, qui est un aménageur plutôt, et un scientifique lui parle du stress des muges. Donc les muges en Méditerranée, c'est le mulet. Et donc il parlait du stress écologique, bien sûr. Et ce politique a dit, et voilà la phrase que vous avez dite, déjà qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de nos voisins, si en plus il faut s'intéresser à la psychologie des poissons. Et là, j'étais désespérée, les océanographes, je les vois blêmir, et voilà. Et après, comme j'ai entendu un autre acteur politique et économique du territoire parler de rentabilité de l'étang, de système microéconomique de l'étang, j'ai fini par pleurer. Oui. Tout à l'heure, vous avez repris le mot reconstruire en disant que c'était peut-être pas le bon mot, se reconstruire. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une tentative, en prêtant attention à toute la richesse de cet environnement,
c'est pas tellement à traiter la douleur, mais à faire qu'elle n'aille pas seule et qu'elle soit escortée par de la joie. Et en fait, donc cette immense curiosité-là, moi vraiment, je l'ai ressentie à la lecture et j'y ai appris beaucoup de choses. Et il y a un mot que vous utilisez qui est le mot de l'ennui. Et vous revenez souvent sur ce mot de l'ennui pour traiter finalement les conséquences du traumatisme. Pourquoi vous avez choisi ce mot en particulier ? Parce que l'ennui, moi, c'est un état que je côtoie depuis l'enfance. C'est là où je me sens, c'est ma place, c'est l'endroit où je me sens bien, l'ennui. Et c'est parce que ce sont des heures passées. Alors, je passe des heures et des heures, été comme hiver, sur un rocher de Saffre, et où toute pensée me déserte. Je regarde l'horizon de l'étang de Berre. Alors ça peut vous paraître étrange de regarder l'étang de Berre et d'y trouver un réconfort parce qu'il y a des usines, mais elles sont cachées par la colline. Et dans cet ennui-là, j'y trouve mon compte et j'y trouve ce réconfort. Et voilà, mais sûrement que cet ennui ressemble à de la tristesse. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça que je passe mes heures et que je les passe bien. Il y a toute cette tension-là qui est vraiment très présente dans le livre. Il y a un passage que j'aimerais lire, qui est en pas quatrième de couverture, mais sur la page de garde. Je vais vous le lire. Vous dites « Peut-être n'en finirai-je jamais de pleurer. Les 12 personnes tuées ce matin-là sont la raison de mes heures passées sur un rocher de Saffre, la raison de mon amour fou pour un étang malade, la raison pour laquelle je parle aux petits oiseaux et aux gros poissons. L'ennui que j'étanche ressemble à s'y méprendre à de la tristesse, une tristesse que je n'ai pas choisie et dont je ne suis pas éprise. Elle est venue à moi et je lui opposerai toujours la joie. » Et comment on oppose une joie et comment on la construit, cette joie ? Est-ce qu'elle est physiologique ? Parce que lors des procès, il y a des spécialistes qui sont venus pour expliquer qu'il y a aussi la chimie de nos corps qui font que certaines personnes sont plus aptes à rebondir après ce genre d'événement que d'autres. Et visiblement, j'ai une sérotonine au taquet. Moi, je suis tout en haut. Et voilà. Sinon, puisque Sorge est là, après le 7 janvier, c'est une des premières personnes que j'ai appelées. Parce que je me suis dit, qui je connais qui pourrait m'aider, qui a vu des scènes pareilles à celles à laquelle j'avais assisté. Et à la fin de l'appel téléphonique, il m'a cité Bobby Sands, c'est ça ? Tu peux me dire la phrase, le sourire de nos enfants ? Bobby Sands, gréviste de la faim irlandais, qui meurt après 66 jours de grève de la faim et qui a cette phrase qui est la plus belle et qui est un peu notre socle, c'est notre revanche, sera le rire de nos enfants. Et voilà. Et moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, il a fallu que je rie moi-même, puisque voilà, j'ai pas d'enfant près de moi. Voilà. Moi, j'ai peut-être une dernière question. Moi, j'ai été très touché aussi par la forme du livre. C'est-à-dire que c'est un récit qui passe par plusieurs temps et c'est comme une tresse comme ça qui essaye d'approcher puis qui s'éloigne du moment traumatique et puis qui l'oxygène et qui repart. Enfin, il y a quelque chose comme ça, comme un genre littéraire qui s'invente et que j'ai retrouvé dans plusieurs livres cette année. Vraiment une espèce de tentative de tâtonnement qui, je pense, est proche et propre à la non-fiction et qui parfois tend vers le poème. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que cette traversée de l'écriture vous a apporté pour essayer de réapprocher l'expérience. Est-ce que ça a éclairé les choses différemment, le fait de les mettre en contact avec l'étang de Berre, avec votre enfance au Djibouti, avec les requins dont on a assez peu parlé ? En réalité, je n'étais pas en quête de sens. Mais le fait est que sur l'étang de Berre, je découvre des dents de requin. Je vais voir un spécialiste, le seul spécialiste français paléontologue qui a la faculté de Montpellier, spécialiste des élasmobranches du Miocène. Parmi toutes mes dents, on en choisit une, celle de l'ancêtre du requin blanc et du requin mako. Et moi, je remonte le fil. Mon enfance à Djibouti, où très tôt j'ai côtoyé les requins, c'est mon animal favori. Et j'essaye de comprendre depuis l'enfance comment je me retrouve adulte au bord de l'étang de Berre, cet étang qui est si malade, qui a si mauvaise presse, qui est vraiment pollué, par où je passe pour arriver là. Et donc, il y a cet attentat. Et quand je vivais
à Djibouti, on pensait souvent que j'étais yéménite, parce que j'ai une couleur d'yeux qui peut faire rappeler des yeux yéménites. Et quand les frères Kouachi rentrent, ils disent Al-Qaïda au Yémen. Donc moi, mon rêve d'enfant, c'était le Yémen. J'étais à 30 km du Yémen quand j'étais enfant. Et après ça, je retourne à Djibouti en 2014, parce que moi j'ai grandi au champ du muezzin. J'habitais en bas d'un minaret, et c'était ma culture. J'entendais les 5 prières par jour, et je voulais vraiment savoir si je pouvais encore entendre ces 5 prières, si je pouvais, si quelque chose avait été cassé. Et j'y retourne, rien n'est tout à fait cassé. Et il y a un jour, sur ces 2 semaines de décembre 2014, où je vais me baigner avec les requins-baleines. Et donc, je suis heureuse parce que la première fois que j'ai nagé avec les requins-baleines, en 2011, je m'étais dit dans ma tête, c'est bon, maintenant je peux mourir. En 2011, je me dis ça, je monte sur un boutre yéménite avec des pêcheurs yéménites. Ce que je ne savais pas, ce que je saurais plus tard, c'est qu'au même moment, au Yémen, il y a Chérif Kouachi qui s'entraîne. Donc, on repart en 2014. En 2014, je me baigne avec les requins-baleines, je rentre à Djibouti-Ville, et l'ami chez qui je loge me dit, le commanditaire des attentats a été arrêté. Je fais, oh. Elle me dit, mais tu comprends pas, il a été arrêté ici à Djibouti il y a 2 jours. Et je lui dis, mais il va pas prendre le même avion que moi. Et en fait, Peter Chérif et moi, on est rentrés par le même vol Air France. Il était à 3 rangs derrière moi. Et donc, je ne crois pas au destin, je crois aux coïncidences et au hasard. Et après, au 3e procès, donc au procès de Peter Chérif, il ne parle à personne. Et moi, je prends la parole et je lui explique tout ça. Les requins-baleines, le muezzin, Djibouti, le fait que j'y suis au même moment que lui et qu'on rentre ensemble en avion. Et pour la première fois du procès, il prend la parole, il me répond, il fait un demi-aveu, il reconnaît à demi-mot qu'il y est peut-être pour quelque chose, qu'il a peut-être commandité cet attentat. Et il me dit que pour lui, ce ne sont pas des coïncidences, mais que nous avons un destin commun tous les deux. Et moi, je ne peux pas l'accepter. Donc, le procureur se lève, l'avocat général se lève pour crier. Et du coup, moi, avec tout ça, qu'est-ce que je fais, moi ? Et du coup, je me suis dit, jusqu'à présent, je ne me suis pas protégée, je ne me suis pas cachée. Et là, je décide de me mettre nue et d'essayer de donner, pas un sens, mais essayer de comprendre pourquoi j'habite au bord de l'étang de Berre qui est malade, puant et pollué. C'est tout. Et en tout cas, ça donne une forme qui est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous 3. Évidemment, on retrouve les autrices, les auteurs toujours au Salon du Livre pour des signatures, si vous voulez des dédicaces et des conversations, plus ou moins longues selon la longueur de la queue derrière vous. Je rappelle donc les titres. Philippe Besson, Une pension en Italie, chez Julliard. Sorge Chalandon, Le livre de Kels, aux éditions Grasset. Et Sigolène Vincent, La requine, aux éditions du Tripode. Merci beaucoup. Bonne suite de festival.